On va enchaîner rapidement. Alors, on va commencer du coup avec la SEC qui repousse sa décision pour certains ETF, en l'occurrence pour Grayscale et Franklin Templeton. Initialement, on s'attendait à une approbation potentielle des ETF Ethereum pour fin mai. C'est de moins en moins sûr. Il y avait une probabilité estimée autour des 70%. Là, on passe à 30%. Pour ce qui est de Franklin Templeton, on sera fixé le 11 juin, sauf s'il trouve encore un moyen de repousser. 23 juin pour Grayscale. Moi, je pense qu'il n'y aura pas pour fin mai. Parce que du coup, j'ai fait une interview avec l'expert de Vaneck qui gère du coup l'aspect crypto là-bas. Pour lui, les probabilités qu'il y ait un ETF Ethereum Spot un jour, c'est 50-50. Donc, on parle même pas de mai. Donc, lui, il est même pas convaincu qu'il y en aura nécessairement un jour. Et ce qui amène aussi pas mal de pessimisme dernièrement, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'on ait la validation et l'approbation des ETF Bitcoin Spot, en fait, il y a eu une période de commentaires et d'échanges avec la SEC. Donc, c'était une période pendant laquelle, en gros, la SEC disait, voilà, ça, dans votre design de votre ETF Bitcoin Spot, ça ne va pas, ça ne va pas, ça, on peut modifier, etc. Donc, il y avait toute cette période d'échange qu'on a commencé à avoir sur Ethereum, mais que très tardivement. Mais là où est tout l'enjeu, et je dirais là où est la spéculation, c'est que, bah, en fait, voilà, pour l'instant, sur Ethereum, c'est pas le cas. Et c'est surtout que, bah, en fait, ce serait bizarre de dire non à certaines demandes d'ETF spot pour Ethereum et de dire oui à d'autres. C'est-à-dire que, genre, c'est difficile de dire, genre, non à Franklin Templeton ou à X ou Y. Puis alors, peut-être tu peux aller dans outils, en haut à droite. Tu vas sur ETF Ethereum Spot. Et donc, tu as la liste des demandes, etc. Et en fait, il y en a qui ont des deadlines, genre, en mai, d'autres en juin, etc. Mais c'est bizarre de dire non à des gens en mai et de dire oui à des gens en juin ou en septembre, en fait. Donc, c'est là où est l'enjeu, c'est parce que, en fait, genre, c'était comme sur Bitcoin. Genre, en fait, si tu dis non à quelqu'un, a priori, tu dis non à tout le monde parce que toutes les soumissions sont ultra similaires. Et l'enjeu, c'est principalement la définition d'Ethereum comme une sécurité dans ce sens. Ou non. Et ce qu'on a vu aussi cette semaine, je pense qu'on va en reparler, c'est Consensus, donc qui sont derrière Ethereum, donc qui font partie des core contributeurs de Ethereum, qui ont attaqué la SEC pour leur dire, les gars, Ethereum n'est pas une security, s'il vous plaît, soyons clairs sur ça. Donc ça fait partie des grosses news de la semaine, et je trouve ça assez fou de voir Consensus répliquer, et je pense que s'ils le font, c'est que l'enjeu est énorme, et aussi qu'ils sont assez confiants. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça fait je sais pas combien de temps qu'on en parle. Tu te souviens, la dernière fois, il y avait Gensler qui était passé devant une commission pendant 10-15 minutes, il nous faisait une danse du ventre en mode, quand on lui posait la question de est-ce que Ethereum est une sécurité, il nous disait oui, mais non, mais si, mais sois clair, juste sois clair, et c'est exactement ce que Consensus demande, donc voilà, et donc ça arrive au moment où bah il y a pas mal de demandes de TF Spot, donc voilà, et peut-être pour contrecarrer un argument, ou en tout cas quelque chose qui est mis sur la table dernièrement, beaucoup se sont dit, en fait, il va y avoir le listing des ETF Ethereum Spot à Hong Kong. Du coup, ça peut aider la SEC à changer d'avis. Mais déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, le plus gros ETF à Hong Kong, en tout cas sur la place de Hong Kong, la place de marché hongkongaise, c'est tout petit par rapport aux US. Et je pense pas que les US vont se laisser influencer par Hong Kong. Et en plus, il y a pas mal de gens qui se disent, bah, vu que ça va être listé, ça va avoir un gros impact sur le prix. Si c'est 20, 30, 40, 50 fois inférieur aux ETF qu'on a aux États-Unis, je pense pas que, voilà, c'est positif, mais c'est pas ça qui va changer la donne à mes yeux. Donc, je trouve que c'était important de remettre les choses en perspective. J'ai essayé de retrouver le tweet justement, et je l'ai pas retrouvé malheureusement, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans l'article, mais effectivement, la bourse d'Hong Kong niveau volume, c'est vraiment peanuts. Sur les ETF. Ouais, sur les ETF. Léo parle de 30 à 50 fois, c'est peut-être même beaucoup plus. Donc en fait, c'est vraiment dérisoire. Il y a eu même 70 fois, mais je crois quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez vu le pump de l'Edera, les copains? Permettez-moi de vous le montrer 2 secondes, parce que là, on est dans un niveau de connerie qui mérite qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Regardez ce qui s'est passé. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que tu as une boîte qui a mis... Alors, c'est quel produit financier exactement? C'est un fonds tokenisé de BlackRock qu'ils ont remis sur Hedera Hgraph. Mais c'est-à-dire que c'est un produit de BlackRock qui a été placé par l'entreprise Arcax sur la blockchain Hedera. Mais c'est pas BlackRock qui a mis son produit directement sur Hedera. Tout le monde peut faire ce qu'a fait Arcax, en fait. Du coup, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à relayer l'information
Ouais, il y a BlackRock qui a tokenisé. Alors, attendez, je reprends. Il y a BlackRock qui a tokenisé sur Hedera un money market funds ultra bullish, etc. Il faut savoir que celui qui a tweeté ça, c'est le CEO et cofondateur d'Hedera. Depuis, bien sûr, il a supprimé son tweet. Du coup, bah, les gens logiques, t'as le CEO qui tweet, t'as des médias qui tweetent, t'as Altcoin Daily. C'est une folie de tweeter ça et de supprimer. Enfin, t'as Altcoin Daily, qui est une des plus grosses chaînes YouTube de crypto, qui relaie l'information. T'as un faux compte de Larry Fink sur Twitter avec des followers et de l'ancienneté, mais c'est un faux compte, hein, qui retweet l'information. Donc les gens, ils se disent, c'est bon, c'est acté, c'est incroyable. Donc il faut mot Hedera. Et puis derrière, bah, on nous explique du coup, bah, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, c'est une boîte qui a tokenisé le Money Market Fund BlackRock. Mais c'est pas BlackRock en tant que tel. BlackRock n'a rien à voir avec Hedera. Donc du coup, bah, ça fait pump puis dump. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, oh, la manipulation de zinzin. moi, je vais vous dire honnêtement, Hedera fait partie des rares Layer 1 du top 100 que je n'ai pas beaucoup regardé. Parce que historiquement, en fait, c'était pendant la hype des nous on fait pas de la blockchain, on fait un graphe acyclique orienté. Alors il y avait IOTA qui faisait ça, puis tu avais Hgraph et historiquement ça devait être un truc ultra centralisé, pas open source, qui bosse qu'avec des grosses boîtes, etc., etc. J'aimais pas du tout la vision et je m'y suis pas beaucoup intéressé. Et à chaque fois que je vois Hedera, bah, je les vois dans des conférences où c'est justement plutôt B2B, VC, mais ça s'adresse pas du tout au retail. Et de voir le CEO et cofondateur tweeter ça, mec, franchement, ça me choque. Alors, malheureusement, j'ai pas vu le vrai tweet. Je pars du principe qu'il y a vraiment eu un tweet et que ça a été supprimé, mais c'est chaud. Voilà. Donc, Ça doit être la S, hein. Ouais, je vais pas en parler 15 jours, mais je trouve que ça fait vraiment, vraiment, vraiment pitié. Peut-être que lui-même s'est fait manipuler, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Hein. Mais le coup du faux compte Larry Fink et tout, vas-y. Ensuite, on va parler un petit peu de NFT sur Bitcoin. Alors, je vous avais dit que avec le halving, il y avait un nouveau standard de jetons qui arrivait, les runes, et que pour les possesseurs de runestone, donc qui sont des NFT au format ordinal, s'il allait y avoir un airdrop, etc. Alors, on va revenir sur ça. Les runestone, c'est des NFT sur le standard ordinal. Et l'objectif, c'était de dire, avec ces runestone, si tu les as, tu vas avoir des airdrops, donc 3 airdrops différents. Un premier airdrop qui est un meme coin qui s'appelle Dog, je vais vous expliquer juste après. Donc du coup, quand ça a été listé au début, c'était à peu près à ce niveau de prix, et puis le prix a commencé à s'enflammer. On était quasiment... Bon, le truc est totalement buggé, mais le prix était quasiment à 0,1 BTC à un moment donné. C'est te dire la puissance du truc. Sauf qu'ensuite, le halving est arrivé, et ce nouveau standard de jetons rune est arrivé. En fait, avec des runes, tu peux faire du fongible, du non fongible, etc. C'est juste que c'est un truc un petit peu plus abouti qu'ordinal, ce qui nécessite moins de transactions, donc de payer moins de frais. Donc etc., deux choses différentes. Runestone et rune, ça n'a rien à voir. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça. Les runestone, c'est des ordinals. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les token holders de runestone, au moment du snapshot, sont éligibles à un airdrop de jetons Dog. Quasiment 900 000 jetons Dog. Donc ces jetons Dog, ils peuvent être tradés. J'ai normalement noté quelque chose à ce sujet-là. CoinGecko, voilà, Dog to the Moon. Pour le moment, ça prend un petit peu. Alors tu vois, c'est rigolo, quand tu vas sur le contrat, ça te dit 840 000, qui est en fait le numéro du bloc Bitcoin. Et c'est le troisième jeton sur le standard rune. C'est pour ça qu'il y a marqué 2.3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ce bloc Bitcoin 840 000, a été miné... c'est le bloc du halving, non? Quand tu vas Ils ont lancé en même temps, je crois. Il y a eu un truc comme ça. Ouais. En gros, regarde. On va aller sur Mempool Space. Est-ce qu'on peut remonter à un bloc au bloc souhaité? Oui, on peut. Tu peux voir qu'à ce moment-là, tout le monde s'est battu pour miner le bloc parce que justement, ceux qui ont payé le plus cher leurs frais vont avoir les premiers Satoshi du bloc, c'est-à-dire les premiers espaces de bloc. Et cet espace de bloc est extrêmement rare. Et derrière, les gars se sont amusés à créer des jetons par-dessus. Donc, Air Risk, Dog to the Moon, etc., etc. Bon, Dog to the Moon est donc le troisième jeton. Et ça a été très intéressant parce qu'à ce moment-là, tu remarqueras que, pour rappel, on est passé de environ 6 BTC, 6,125 BTC par bloc imprimé à moitié moins, donc 3. Donc, c'est-à-dire que tu en as dedans 3, c'est le bloc reward, et 37, c'est uniquement les frais payés par les gens. Donc là, les mineurs se sont gavés, tu vois. Et au début, à chaque nouveau bloc, franchement, il y avait des frais assez mirobolants parce que les gars spéculaient sur le fait que c'est les premiers blocs et qu'ils vont avoir extrêmement... Les mineurs se sont régalés. Exact. Mais aujourd'hui, tu vois, quelques jours après, donc c'était le 20 le halving, donc on est 8 jours après, regarde, tout s'est calmé, très peu de frais. Et... J'ai même vu que sur 24 heures, il y avait 78 millions de dollars qui avaient été payés en frais sur Bitcoin, donc le jour du halving, et qu'en comparaison, Ethereum, c'était 3 millions.
Ouais, parce qu'il y a eu cette spéculation. En gros, il y a eu d'abord, on crée des runes. Le montant, on crée des runes et après on s'échange les runes. Donc il y a eu ça. Mais après, ça s'est vite calmé. Hein, tu te rends compte, 78 millions de frais payés Ah bah, en une journée sur Bitcoin. Enfin, c'est 78 millions. Genre. C'est les premières runes de l'histoire, c'est les premiers blocs de Bitcoin. Donc au final, voilà, les gens spéculent sur la rareté de ces blocs. Je sais pas comment te dire. C'est comme si je te disais, tu vois, on est aux Émirats Arabes Unis, bon, t'as Dubaï, et puis t'as une nouvelle ville qui va être une ville pro-business, et puis les gars, ils vont commencer à vendre de l'immobilier à cet endroit-là, et en fait, tu vas pouvoir te vanter de dire, moi, j'ai acheté les premiers apparts. Ouais, ou comme la première Rolex d'une collection, ou genre la première Ferrari d'une collection numérotée, etc. Quoi. Voilà. Plus t'es proche du début, plus t'as un nombre faible, plus genre c'est une valeur qui est perçue. Tu spécules sur la rareté. Tu spécules sur la rareté. Donc du coup, Dog to the Moon, voilà, ça a pumpé un petit peu. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Moi, personnellement, je m'y suis intéressé un petit peu à ces runes. Et franchement, le parcours utilisateur pour les minter, les échanger et tout, comme c'est sur Bitcoin, c'est super lent. Donc c'est bien pour les collectionneurs. Mais personnellement, je peux me tromper. Mais je pense que ça va pas faire long feu, cette affaire. Voilà, qu'on se le dise, ces jetons ne servent à rien pour le moment. C'est que du mime. Mais voilà, pourquoi il y a une spéculation? Parce que c'est le début, parce que c'est Bitcoin, parce que c'est nouveau. Comme les ordinals. Et comme il y a plein de Layer 2 qui arrivent, vont dire ouais, il va y avoir de la DeFi chez nous, etc. etc. Donc les gars se disent bah, s'il y a de la DeFi sur Bitcoin, ça va être les premiers jetons, donc c'est bullish, etc. Pour essayer de reproduire un petit peu Ordi au final. Tu vois, Ordi qui est en fait un des premiers jetons fongibles sur le standard BRC20, je crois. Et Ordi ne sert à rien et pour autant, bah, ça a pris, sauf dernièrement. Bref, de la spéculation vraiment à partir de rien sur du vent. Et pour les token holders de Runestone, eh bien, vous allez, si vous en avez un ou vous en achetez un, vous allez être éligible à 2 autres airdrops. Je sais juste pas quand et je sais pas quoi, mais probablement 2 autres meme coins. En fait, Leonidas essaie absolument de valoriser cet écosystème Runestone, jetons runes, etc., etc. Ensuite, donc, on a les procureurs qui demandent une peine de prison de 3 ans pour Sisi. Alors, dans certains cas, voilà, on parle de 36 mois. Dans d'autres cas, on parle de 18 mois. Sachez qu'on va savoir ça très vite. Ce live est le 28. Vous regarderez la rediffusion le 29 avril. Eh bien, la sentence finale sera donnée le 30 avril. Question pour Léo. Question pour le chat. Pour vous, Sisi, est-ce qu'il met un pied en prison ou pas? En fait, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui lui est reproché exactement. Quels sont les... Ah bah, quel est l'objet? Blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent de grosse quantité d'argent. Mais on parle de prison ferme ou est-ce qu'on parle d'assignation à résidence? Moi, je pense que c'est pas du ferme. C'est vrai que c'est pas précisé ici, mais je pense que ça va nous faire comme Arthur Hayes, tu vois. Moi, je pense qu'il va prendre une Arthur Hayes, genre 1 ou 2 ans assigné à résidence, genre chez lui, il fera de mal à personne, il bougera pas. Enfin, pour moi, ça m'étonnerait qu'il ait rien. Je pense qu'on est plus parti pour du house arrest comme Arthur Hayes. Sisi dans une prison. Ouais, Sisi dans une prison, c'est chaud. Hein. C'est chaud, ouais. Après, on parle vraiment de milliards et de milliards de dollars blanchis. Alors attention, l'accusation, c'est pas de dire il est lié à des mafias, du blanchiment. Non, l'accusation, c'est de dire ta plateforme a permis le blanchiment. Tu ne t'es pas rapproché des différents régulateurs. Et lui, il a plaidé coupable parce qu'il savait que de toute façon, il allait se faire cuisiner. Donc, il a dit, vas-y, moi, j'ai fait un choix stratégique. C'est d'aller de l'avant à une époque où c'est vrai que le régulateur, il était encore moins clair qu'il l'est maintenant. Et je voulais pas voir mes concurrents prendre de l'avance. Donc, c'est le prix à payer pour être milliardaire et faire exploser Binance parce que si tu étais dans les règles, bah en fait déjà je sais même pas si tu pouvais être dans les règles. Et si tu demandais évidemment au régulateur, lui il t'aurait dit de ne rien faire et de pas accepter de nouveaux clients. Mais si tous les autres le font, enfin c'est... Coinbase en est la preuve. Coinbase a listé très peu d'altcoins historiquement, souviens-toi. Ils faisaient vraiment attention sur la due deal. Ils avaient les licences qu'il faut. Ils n'ont jamais tabassé en marketing en Europe, Coinbase, parce que justement, ils ne sont pas MiCA compliant, PAPSAN, patati patata. Non, mais il y a eu KYC Day One sur Coinbase, c'est ça la différence aussi, je crois. Et Day One, ouais, peut-être. Moi, je me souviens qu'il y avait déjà un KYC à l'époque, hein, de mémoire. C'est possible. En tout cas, voilà. Paris pour moi, on s'est mitigé dans le chat, mais plutôt des non que des oui. Je pense aussi qu'il ne mettra pas les pieds dans une prison ferme, mais on saura ça cette semaine. On vous en parlera bien naturellement sur Coin Academy. Je me suis permis, Léo, de parler de ZK Casino, même si le fondateur nous a menacé de nous attaquer. Quelle est cette histoire ZK Casino? Alors, juste rapidement, en gros, ils avaient proposé aux gens de déposer
déposer des Ethers chez eux en leur promettant un remboursement en ration 1-1 avec la possibilité de choper des jetons historiquement. Et en fait, ce qui s'est Ouais, passé... c'est genre tu bridgeais sur leur layer 2 de mémoire. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir bridger sur leur layer 2, ça te permet de farmer. Et en gros, ils te promettaient de juste mettre tes ethers, de farmer le layer 2 et, je sais pas, un potentiel airdrop, et derrière de récupérer tes ethers. Sauf que, en cours de route, en fait, ils ont juste annoncé, en fait, vous allez pas récupérer vos ethers. Juste, on a décidé de prendre vos ethers et de vous faire acheter notre token de con et de vous le donner. Et si ça vous va pas, c'est pareil. C'est ça. À une valo énorme, parce que il y a un swap de jetons, c'est-à-dire ils ont swappé les ethers vers leurs jetons, mais il y a aussi une question de valorisation. Et de mémoire, c'était une énorme valorisation. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, les ethers qui ont été donnés pour derrière obtenir du jeton, c'était un comportement non consenti, puisque les gens voulaient juste garder leurs ethers et farmer. En fait, le problème, c'est que d'où viennent les jetons aux Z-Casino qui vont être donnés aux gens? En fait, c'est probablement la team qui vend juste des jetons pour obtenir de l'Ether et qui donc vend ces jetons à la communauté aussi, d'une certaine. Et je crois qu'il était question de 500 millions de market cap ou de FDV pour le prix du jeton. Alors, j'ai pas fait gaffe à cette information. Je sais juste qu'ils ont annoncé un prix de jeton. Donc, pour faire très court, que ce soit compréhensible pour tout le monde, historiquement, on leur a dit déposez vos sous chez nous, on va vous les rendre et vous farmez des points ou je sais pas quoi. Bref, vous allez choper un petit quelque chose. Changement de plan, ils disent bon, on a pris vos Ethers, on les convertit contre nos jetons Zcash au prix discount de 0,055. Sauf que c'était pas du tout le deal de départ. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces 33 millions de dollars d'Ethers, donc on parle de 10 500 Ethers, et ils sont allés les déposer sur Lido, voilà, pour générer du rendement. Donc absolument personne n'est au courant. Ensuite, ils ont continué de faire leur communication comme si de rien n'était. Tout va bien, c'est du FUD. Voilà, DAO governance pour les token holders, etc., etc. Et puis, les gens, ils ont vraiment pété un plomb. Alors là où ça devient très rigolo, je suis pas du genre à souhaiter du mal aux gens, mais là, pour le coup, Derivative Monkey, il a vraiment joué au cons. D'ailleurs, il a supprimé l'onglet où tu peux voir les trucs qu'il likait, parce qu'il likait tous les gens qui le menaçaient ou qui le traitaient d'arnaqueur. Je m'en souviens très bien, c'était il y a quelques jours. Là, je peux pas vous le prouver. Mais surtout qu'apparemment, il est déjà richissime de base, donc c'est vraiment du grid pour du grid, quoi. Et donc, le bonhomme tweet comme si de rien n'était, tranquille, ça va tourner. Nous, quand on a fait l'article de base pour dire que justement les fonds ont été... il nous a dit oui, vous pouvez pas dire ça, c'est pas vrai, nanana, nanana, on va assigner en justice Coin Academy. Bah franchement, vas-y, parce que pour le coup, comment dire, vous avez expressément menti aux gens, tu vois. C'est pas le deal de départ. Donc là, depuis le 21 avril, plus de tweets, que ce soit sur son compte perso, et que ce soit sur ZK Casino, on est le 28. Voilà, ils ont arrêté le 24 avril sur ZK Casino. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont continué de tweeter en mode SBF, en mode bon, bah de toute façon, maintenant on est cook. Donc on va faire comme si on se rendait pas compte, etc. Et on va essayer de réduire notre peine parce que tout ça, ça va finir en justice, c'est évident. Et là où c'est assez chaud, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, sur le Telegram chinois, tueur à gage. Il y a des tueurs à gages, en tout cas des gens qui auraient été payés pour le retrouver et lui faire sa fête. Et sur Twitter, il y a des gens qui ont leaké sa pièce d'identité et son adresse aussi. Donc il va se faire cook de valeur. Je pense qu'il est pas serein, mais en même temps, encore une fois, pas souhaiter le mal aux gens. Mais bon, il a vraiment joué au fou, sauf que le mec est dox. Surtout qu'ils nous ont DM en français. C'est vrai qu'ils nous ont DM en français. Donc peut-être qu'ils nous prennent juste pour des cons et ils pensent qu'on sait pas parler anglais. Peut-être qu'il y a juste des membres français dans leur team, je sais pas. C'était assez... Ouais, mais il y avait des termes qui étaient utilisés qui avaient l'air très familiers et que ChatGPT ne donnerait probablement pas. Ouais, c'est un peu la conclusion qu'on a tirée avec notre rédacteur en chef. Donc, on sait pas, mais voilà, je pense que rester le plus loin de ce projet, c'est plutôt la décision à prendre actuellement. Sinon, Solana, bon, c'est pas arrivé cette semaine, c'est arrivé la semaine dernière. Ils ont déployé une mise à jour pour résoudre une partie des problèmes de congestion. Alors, vraiment une partie. Hein. Alors, il y a toujours des problèmes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les problèmes de transactions failed, en fait, ça touche une toute petite portion des vrais utilisateurs. Ça touche surtout des bots. Et il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a sur Solana un système de priority fee où vous pouvez payer un surplus pour que votre transaction elle passe, mais ça nécessite de la part de l'application en face qu'ils intègrent cette fonctionnalité de priority. Ce n'est pas le cas la majorité du temps. Et donc vous derrière vous initiez une transaction priorité et elle va passer, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que ça c'est un truc, je le savais à peu près, mais je savais pas comment poser les mots dessus, mais c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a un choix qui a été fait en termes du parcours utilisateur qui est différent par rapport à Ethereum. Ethereum,
vous payez cher et vous avez une garantie quasiment certaine qu'après avoir payé cher votre transaction, elle va être exécutée et elle va être inscrite dans la blockchain. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, vous partez du postulat sur Ethereum que vous avez payé, que ça allait être exécuté. Et franchement, quasiment 100% du cas, des fois, c'est le cas. Mais il peut arriver que non. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites un swap de jetons sur Ethereum, on vous dit ouais, ça va vous coûter tant de gaz, mais vous pouvez dire non, moi je veux pas payer 30 000 de gaz, moi je veux absolument que ce soit 20 000 de gaz. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que un validateur, il va prendre votre transaction, il va consommer le gaz, il va essayer de faire passer la transaction avec ce nombre de gaz, mais il peut ne pas y arriver. Et s'il n'y arrive pas, vous allez quand même payer le frais de transaction, mais ça va pas être inscrit dans la blockchain et ça va vous dire transaction failed. C'est juste qu'on a l'habitude d'appuyer bête et méchant sur MetaMask, payer plein pot et que ça passe. Sur Solana, en fait, comme ça coûte vraiment pas cher l'exécution, ils se disent ok, de temps en temps, la transaction, elle va pas passer, mais en fait, on s'en fout. Parce que au pire, vous rejouez la transaction, elle va finir par passer. En faisant ce choix-là, ça vous permet d'avoir un prix de transaction moyen extrêmement bas. Donc, c'est deux façons différentes de voir le problème. Et au final, je vous le dis, il y a eu un moment donné de grosses congestions il y a quelques semaines où il y avait pas mal de transactions failed sur Solana. Là, en l'occurrence, ça tourne. C'est back, non? C'est bien. C'est plutôt back. Il y a des transactions failed, mais c'est surtout pour les bots d'arbitrage. Pour terminer, donc, on a le créateur des Bored Ape, Yuga Labs, qui vend certains de leurs jeux. Alors, il y a une grosse restructuration. Je ne sais pas si tu as suivi ça en détail, Léo. J'imagine que oui, mais l'ancien CEO, il avait pris un peu ses distances pour se concentrer sur d'autres trucs. Au final, Yuga Labs, les Bored Ape, etc., ça n'a pas trop pris. Là, il reprend les rênes. Visiblement, ils perdent l'exclusivité de certains trucs. Là, en l'occurrence, c'est Faraway qui rachète la propriété intellectuelle. Je crois qu'ils virent aussi certains effectifs de chez eux et ils essaient de relancer la machine Yuga Labs et on verra ce que ça donne. En tout cas, de ce que je comprends, ça reprend pas trop. Je te laisse nous en parler. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Garga de Yuga, qui est un des cofondateurs de Yuga. Je sais plus si c'est le CEO ou pas, ou s'il est revenu CEO. Mais en gros, il a annoncé que, en fait, globalement, il trouvait que Yuga faisait de la merde. Et en mode genre, en fait, on a fait trop de trucs, on s'est trop éparpillé. On a toujours, enfin, ce qui a réussi chez nous, c'est d'avoir une idée, de l'exécuter rapidement et de tester et d'avoir des bons feedbacks par rapport à ça. Et en ce moment, il disait qu'il se retrouvait trop dans une sorte de hiérarchie, avec une hiérarchie bizarre dans Yuga Labs, avec plein de process internes, qui au final amenait en fait à délivrer peu ou bien moins qu'auparavant. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont décidé, en tout cas, ce qu'il a décidé probablement, c'est il a dit voilà, j'en ai marre de toute cette merde. On va reprendre de zéro. On va reprendre ce qui a fonctionné pour nous. Et du coup, ils ont annoncé une vague de licenciements. Et du coup, voilà, c'est ce tweet-là. Et ils ont décidé de se séparer de plein de gens. Et surtout de changer un petit peu la vision du Yuga et de tout ce qu'ils avaient en tête. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Parce que j'ai l'impression que Yuga Labs s'était un peu éparpillé. On se retrouvait plus trop dans la vision. Il y a des trucs qui marchaient plus trop. Enfin, on suivait plus. Ce qui a fait ce qui a fait la réussite de Bored Ape Yacht Club et de Yuga ne se ressentait plus trop en fait. Ça n'empêche pas d'avoir une communauté, des gens soudés, etc. Et du coup, le fait d'avoir un message comme ça, moi, ça m'a vraiment rendu davantage optimiste et je pense que c'est exactement ce qu'on attendait en tant que holder, en fait. Ouais. Donc, on va voir comment ça se passe, mais bonne chance en tout cas pour les holders parce qu'effectivement, ils ont pris très cher. Aujourd'hui, alors, sur 24 heures... Non, ça avait bien repump suite à l'annonce, etc. On était repassé à 3.6, on venait de 1.7, je crois, un truc comme ça. Bon, faut le dire vite, hein. Ouais. Mais voilà, moi je pense que moyen long terme, c'est le move qu'il fallait faire. Et je pense que si ça doit reprendre, c'est avec ce genre d'approche et pas en continuant ce qu'il faisait nécessairement. Et moi, ce qui m'a énormément étonné, c'est que j'ai l'impression j'ai pas compris ce qu'ont fait Yuga les 12 derniers mois. Je sais pas sur quoi ils bossent. Enfin, je suppose qu'ils travaillent sur Overside, Overdid, etc. Mais on n'a rien vu de live de très excitant, non? Je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai mal suivi. Mais... Avant, on suivait tout le temps. Parce qu'en fait, historiquement, il y a eu quoi? Il y a eu les Bored Ape, ensuite il y a eu les mutants, ensuite tu as eu les toutous, tu as eu les mini-jeux, tu as eu plein de trucs comme ça. Et puis, ils ont sorti des trucs sur Bitcoin, format ordinal. Ils ont fait des trucs qu'on n'a pas trop compris, on n'a pas trop suivi. Et puis, plus de nouvelles d'Otherside, ou très vite fait. Et on a un peu décroché, en fait. Et en plus de ça, forcément, comme les NFT, ils ont craché, t'as moins tendance à t'y intéresser. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.